par vous présenter Oliver Sonnentag, qui est membre régulier du Centre d'études nordiques depuis 2015. Il est également membre régulier du Centre d'études de la forêt et scientifique affilié à l'Institut nordique du Québec. Oliver a fait ses études universitaires en Allemagne, en Autriche et au Canada. Il a également effectué 2 postdoctorats aux États-Unis, à Berkeley et Harvard. Et depuis 2011, il est professeur agrégé au département. Il est professeur au département de géographie de l'Université de Montréal et maintenant professeur agrégé. Il est titulaire de la chaire du Canada en biogéosciences atmosphériques en haute altitude et il fera bientôt son entrée au Collège des nouveaux chercheurs et créateurs en arts et en sciences de la Société royale du Canada. Les projets d'Oliver touchent la compréhension des altérations qui surviennent entre la biosphère et l'atmosphère en réponse aux changements environnementaux mondiaux. Alors, Oliver, je te laisse prendre la parole et nous présenter ton webinaire. OK, merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, je vais essayer de présenter mes recherches en français. Donc, je m'excuse déjà s'il y a un manque un peu de vocabulaire, mais j'aimerais vous parler de nos efforts concernant le développement des compétences locales pour la mesure des flux de gaz à effet de serre en Arctique, premièrement au territoire nord-ouest. Donc, j'aimerais remercier plusieurs étudiants, des postdocs, des professionnels de recherche et aussi nos partenaires Innovialoid et Innovic. OK, pour les gens ici, je n'ai pas besoin d'expliquer comment le Grand Nord se réchauffe beaucoup plus rapidement, 2 fois plus rapidement que le reste de la planète et les changements de température près de la surface en réponse au forçage radiatif sont généralement juste plus élevés en haute latitude que la moyenne. Il y en a plein de conséquences et je vais vous parler de 2 de ces conséquences de ce réchauffement. Et premièrement, sur le carbone organique du sol et l'importance de dégel de pergélisol concernant des flux potentiels d'un dégel de pergélisol avec le réchauffement climatique. Donc, une grande partie des stocks de carbone de pergélisol est très, très vulnérable. Et à gauche, on a une carte publiée récemment par un groupe de chercheurs aux États-Unis, Miner et al. C'est un excellent article, une synthèse ou une perspective concernant la vulnérabilité du carbone stocké en haute latitude. Et on voit clairement comment une partie, c'est la partie en rouge, est très, très vulnérable. Et au Canada, on parle premièrement de la région de Hudson Bay Lowlands, les plaines de Taiga ou Taiga Plains Ecozone et quelques régions en Alaska sur on the North Slope. Et au Canada, plus spécifiquement, les plaines de Taiga, c'est une région, on parle d'environ 500 000 km² de tourbe. Donc, c'est un paysage tourbeux boréal donc, est en train de dégeler très, très, très rapidement. Donc, cette partie du pays, le carbone stocké dans le pergélisol est très, très vulnérable. Et la grande question reste, est-ce que le carbone stocké va être émis comme dioxyde de carbone ou comme méthane ou peut-être les deux? Ça, c'est une des grandes questions. Donc, le focus de nos recherches au territoire nord-ouest et le long de cette écozone de plaine de Taiga ou Taiga Plains. Donc, pergélisol, mais malheureusement, la semaine passée, on a aussi notre site principal de recherche au territoire nord-ouest. Il y a un grand feu de forêt incendie très tard dans la saison. Normalement, la saison de feu est... On parle de fin mois d'août, au début du mois de septembre, mais il y avait un feu de forêt, on parle de 90 000 hectares et all gone, total write-off de tout. Right? Donc, les feux de forêt, les régimes de perturbation sont en train de s'intensifier, c'est sûr. Donc, la question maintenant, OK, comment les feux ou les perturbations vont interagir ou quelles sont les interactions avec les perturbations à la surface avec le pergélisol et le dégel du pergélisol et quelles sont les conséquences sur la couverture du sol et comment le flux, comme la photosynthèse, la respiration vont
réagir? Quelles sont les conséquences de cette intensification de régime de perturbation? OK. Un peu plus au nord, on a une expansion des arbustes, aussi une conséquence du réchauffement et de plusieurs autres changements. Mais l'expansion des arbustes est le changement de végétation le plus souvent observé dans la région de la toundra arctique, donc contribuant au greening de l'Arctique, observé sur le terrain, mais aussi observé par satellite. Mais quand on regarde en Alaska, au territoire nord-ouest, dans l'ouest du pays, généralement, le paysage est en train d'être affecté par ce greening, donc plus et plus des arbustes, aussi des arbustes plus denses, mais ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de variations, il y a aussi beaucoup d'interactions avec le dégel de perchélisol, parce que dans cette partie, en haute latitude, dans ces régions arctiques, le perchélisol est continu, donc c'est en train de changer. Par exemple, l'épaisseur des couches actives et avec un paysage avec plus et plus des arbustes, ça a aussi impact sur cette couche active, l'épaisseur des couches actives et aussi par conséquent sur les émissions de gaz à effet de serre. OK, donc le focus de mon groupe de recherche au territoire nord-ouest, de longue 35 de 2000 km, est effectivement sur comment les écosystèmes, la couverture de sol qui est en train de changer, souvent en lien avec le changement ou le dégel du perchélisol, avec les perturbations à la surface. Quels sont les impacts sur le climat régional par un changement à la surface comme l'albédo, le flux turbulent comme l'échange de chaleur, la évapotranspiration, mais aussi quelles sont les conséquences sur le climat global par le flux de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le méthane, etc. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Comment tout ça va changer les interactions entre les surfaces et l'atmosphère, donc avec tous ces changements. Mais en même temps, c'est aussi très important de rappeler que ces vastes paysages nordiques sont aussi habités par les communautés. Donc, il y a plusieurs systèmes de connaissances, peut-être pas comme basés sur nos observations, ce sont des autres connaissances. Donc, mais c'est important et ça commence je vais présenter les résultats je vais parler de nos efforts. Comment on peut mieux intégrer nos recherches atmosphériques ou écosystémiques et en hydrologie, donc tous ces changements physiques avec le système de connaissances basé dans le Nord. C'est ça. Donc, covariance et turbulence. Donc covariance et turbulence. Donc, on parle d'une technique micrométéorologique qui mesure le flux turbulent, simplement. Mais c'est quoi le flux? C'est le mouvement d'une quantité comme le vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane à travers une surface par unité de temps. Donc, watt par mètre carré ou gramme carbone par mètre carré par jour. Donc, le mouvement d'une quantité. Et avec cette technique météorologique, on observe, on peut mesurer ou estimer la covariance de la vitesse verticale du vent et la concentration de la quantité d'entrée, comme le dioxyde de carbone, le vapeur d'eau, le méthane, etc. Donc, avec la covariance entre les deux, on peut estimer les flux turbulents entre une surface, dans nos cas, un écosystème nordique et l'atmosphère. Et en commençant avec un site bien établi au Canada, au Saskatchewan, Old Black Spruce, c'est un ancien site d'une expérience ou une grande campagne qui s'appelle Boreas dans les années 90 et des autres sites au milieu au nord de Yellowknife qui s'appelle Daring Lake. Ce sont deux sites initiés par des collaborateurs à au début c'était à University of British Columbia, maintenant University of Saskatchewan et des collaborateurs à Carleton University, y compris Ellen Humphreys. On a ajouté plusieurs autres sites. Et, par exemple, pour moi, j'ai ajouté des sites
Au territoire nord-ouest, il y en a 6 autres sites maintenant, Scotty Creek, Smith Creek, Havik-Pack Creek, Trail Valley Creek, et par un collaborateur à University of Alberta qui a établi 2 autres sites récemment brûlés, Lutos et Stern River. Donc, l'ensemble de ces sites est un réseau régional de tours de covariance de turbulences dans le nord-ouest du Canada depuis 2012. Le long un transect de 2000 km entre le Saskatchewan, OBS, Old Black Spruce, et l'océan Arctique, donc le plus au nord, le Trail Valley Creek. Donc, et l'utilisation ou l'exploitation continue de ces réseaux de tours de covariance, de turbulences nécessite des visites d'entretien régulièrement. Donc, la technologie, cette technique est bien établie et il y a des instruments par plusieurs fournisseurs, Campbell Scientific, LICO, etc. Mais ça prend encore beaucoup d'entretien ou babysitting, c'est sûr. Donc, on a besoin des installations, beaucoup d'infrastructures aussi sur les grands tours. Et on a aussi besoin des instruments météorologiques comme les radiomètres, il faut mesurer la température, l'humidité atmosphérique, etc., etc. Température de sol, humidité de sol. Donc, on a besoin plus d'autres observations pour qu'on travaille avec ces techniques de covariance de turbulence. Bref, beaucoup d'entretien. Et les recherches, les résultats de nos recherches au territoire nord-ouest avec cette technique covariance de turbulence, on est bien publié. Il y a des études plus spécifiquement sur quelques sites, mais aussi des grandes synthèses à l'échelle circumpolaire où on a ajouté ou contribué nos données à MaryFlux, un réseau en Amérique du Nord pour une banque de données de ce genre d'observation. Il y a des grands articles de synthèse. Donc, je pense que nos sites sont très établis et acceptés ou respectés aussi par la communauté scientifique. Et le dernier ajout à cette raison est et je ne vais pas trouver, je ne sais pas comment je peux traduire ça. Et Sandrine a aussi essayé de trouver une bonne traduction pour ça. Et un nested flux setup. Right? On a installé une grande tour à 20 mètres, une hauteur de 20 mètres pour mesurer les flux ou les interactions entre le paysage et l'atmosphère. Et on a plusieurs tours plus petits, nested, right, à l'échelle des écosystèmes comme des lacs et la toundra pour observer le flux entre l'écosystème et l'atmosphère, mais on a aussi des chambres pour observer les flux à petite échelle. Donc, cette dernière ajout est un système de chambres automatisées. Et ici, une petite vidéo. Ce sont des chambres automatisées qui ferment et qui ouvrent. Et maintenant, il y a un build-up de la concentration dedans. Et avec ce changement de concentration, on peut calculer les flux à cette échelle, à l'échelle d'une parcelle. Et avec nos tours à l'échelle d'écosystème et un grand tour à l'échelle de paysage, on a un système nested. Mais pourquoi tout cet effort? Parce que une partie de notre site Trail Valley Creek, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y en a plus et plus des arbustes, donc plus haut et aussi beaucoup plus dense, comme on peut voir ici. Mais c'est très, très difficile de quantifier les contributions d'un patch ou de plusieurs parcelles d'arbustes comme ça à l'échelle d'un paysage. Donc, on a décidé, est-ce que ça vaut la peine d'installer plusieurs tours et plusieurs chambres automatisées? C'est beaucoup d'infrastructures pour trouver une réponse à une question. C'est quoi la contribution des arbustes? Mais à mon avis, j'aime ça, ça vaut la peine. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, on a une tour, ça c'est une de nos tours écosystémiques. Donc, on peut observer le flux entre la toundra et les arbustes et l'atmosphère. Et dans le footprint, donc le footprint et l'empreinte de cette tour, on a plusieurs chambres, 18 chambres automatisées par parcelle avec des couvertures ou de toundra différentes. Right? On a des tassocks, j'ai oublié maintenant, de tassocks
mais aussi des lichens et aussi des petits arbustes. Donc, avec cette technique, on peut calculer maintenant les flux day in, day out, right? Pendant la période de croissance. Tous les 30 minutes, il y a un flux. Donc, mais ce sont quel genre de résultats avec ça? Donc, ici, on a une image de ce paysage. Donc, on a maintenant notre système de chambre automatisé. On a deux tours pour observer le flux à l'échelle d'écosystème, une sur un lac, une sur la toundra, et une autre à plus grande échelle pour observer tout le paysage. Et on utilise le drone, c'est avec Ivado et Mila pour développer des cartes ou la distribution de la végétation à l'échelle de millimètres. Donc, on utilise cette technique AI pour développer des cartes très, très détaillées à l'échelle des individus pour les arbustes. Et à l'échelle beaucoup plus grande, et ça, c'est en collaboration avec la NASA et leur projet NASA ABAF, Arctic Boreal Vulnerability Experiment. On a aussi des observations à l'échelle encore beaucoup plus large, à l'échelle de la région. Donc, on a les chambres automatisées pour l'échelle des parcelles, plusieurs tours, couvrage de turbulence, des drones et aussi les paravions. OK. Ici, une petite image. Et à l'échelle d'écosystème, ça c'est une toundra, pas homogène, mais quand on regarde on ajoute les détails, il y a beaucoup de variations à l'échelle de parcelles. Right? Il y a des tassocks, des lichens, des arbustes plus petits, des arbustes plus grands. Et avec ce setup, on peut vraiment quantifier les flux à toutes les échelles. Quel genre de résultats? Donc, comme je disais, c'est le dernier achat, mais on a commencé avec les tours il y a maintenant exactement 10 ans et on a ajouté les chambres très récemment, mais les premiers résultats suggèrent que la toundra était un puits net de dioxyde de carbone pendant la saison de croissance, mais généralement neutre. Right? Mais souvent, on lit que la toundra va devenir une source de méthane, par exemple, avec le dégel des pergélisols, mais il y a aussi une grande partie au nord qui absorbe le méthane. Et ça, c'est le but d'un projet avec un ancien postdoc dans mon équipe qui est maintenant en Finlande. Elle a reçu une grande subvention pour étudier l'absorption de méthane par les régions, par la toundra, et pas juste les émissions. OK. Mais maintenant, tout va bien. Mais maintenant, depuis 2020, COVID. J'ai eu la COVID 3 fois et j'ai reçu 5 doses, mais la COVID continue à avoir un impact sur ma vie et aussi pour mes recherches au territoire nord-ouest. Et avec les restrictions de voyage pour protéger les communautés à la COVID, contre le COVID, on révèle une lacune majeure de nos réseaux. On a beaucoup d'infrastructures, beaucoup des instruments, beaucoup de tout en fait, mais clairement, il manque l'expertise. Right? On a des communautés pas trop loin, mais ils ne sont pas impliqués. C'est super, oui, on a des subventions, on peut y aller, il y a plein d'étudiants, mais les frontières étaient fermées et moi, mon statut était travailleur essentiel, donc j'étais autorisé d'y aller, mais c'est encore, il y a des gens qui habitent là, mais il manque l'expertise locale en matière de surveillance des changements climatiques. Donc, j'ai proposé un projet. Il y a un centre qui s'appelle Future Skills, un centre de compétences futures à Rice, ou maintenant Toronto Metropolitan University. Et le but de cet organisme est de préparer l'avenir du travail. Donc, ils ont investi 15 millions de dollars dans les projets d'innovation pour aider les travailleurs et travailleuses au Canada. Et j'ai proposé un projet to shock-proof the Canadian economy, donc pour former ou intégrer des membres de plusieurs communautés autochtones au territoire nord-ouest dans nos recherches. Ça a proposé un réseau de formation et l'objectif était le développement d'environnement d'apprentissage. Donc, l'objectif est de renforcer la capacité locale de surveillance communautaire des changements climatiques. Aussi avec le but afin de protéger d'importantes infrastructures de recherche canadiennes. Donc,
moi et avec mon programme et de recherche et plusieurs collaborateurs, on a investi beaucoup d'argent. C'était vraiment un grand effort. Donc, j'ai proposé de former plusieurs membres de plusieurs communautés. Donc, on a commencé avec des visites initiales. Donc, et le recrutement de plus de participants était aussi déjà une aventure. Mais on a recruté plusieurs membres ou plusieurs participants. Donc, on a commencé avec des visites initiales. Right? On a nos sites sont pas trop loin de Fort Simpson, pas trop loin de Wrigley, pas trop loin de Inuvik. Je ne sais pas si vous connaissez le territoire nord-ouest un peu. Donc, on a visité nos tours, on a expliqué ça un peu. Right? Et après, on a, avec une coordinatrice dans mon équipe, on a développé un programme. Right? On a 8 cours virtuels d'introduction. Climate Change Monitoring in the Northwest Territories. Donc, on a présenté nos sites, on a enregistré des petites capsules pour présenter la recherche nordique un peu très générale, mais on a aussi, avec beaucoup d'aide de plusieurs fournisseurs, des organisations aux États-Unis, en Europe, on a préparé, enregistré plusieurs capsules high level d'introduire nos techniques. Right? On a enregistré tout ça et par Studium, ça c'est un environnement numérique d'enseignement utilisé à UDM. C'est basé sur Moodle, peut-être vous connaissez Moodle, mais ça c'est quelque chose spécifiquement ou adapté à UDM. Donc c'est un environnement numérique d'enseignement. Donc on a présenté nos capsules et cet environnement était utilisé par chaque membre pour cette partie virtuelle. Donc, on a diffusé des ressources, des vidéos, on a eu des rencontres, des réunions, échanges et pour les échanges et collaborations entre les participants, mais aussi pour l'évaluation et notation. Et j'aimerais, si vous êtes intéressé, peut-être c'est aussi utile pour vos recherches, je peux partager les liens pour les petites vidéos sur YouTube aussi. So, on commence par exemple, planning for the field. What do we bring in our packs? Right? Ça, c'est déjà une bonne question parce que qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Pourquoi se préparer? Quels sont les risques? Etc., etc. OK. Après, j'ai organisé un cours de formation pratique, un hands-on training course à Yellowknife. Encore une fois, avec beaucoup de soutien, d'enthousiasme de plusieurs fournisseurs, des organismes au territoire, le gouvernement du territoire Nord-Ouest, l'œuvre de Laura University, Carleton University et bien sûr UDM. Donc, on a organisé deux cours à Yellowknife. Cette première semaine était concernant la sécurité, right? La certification de sécurité pour le premier soin au milieu sauvage, Wilderness First Aid, mais aussi un cours pour former les gens à la protection contre les chutes, parce qu'il faut grimper les tours. Et la deuxième semaine était, OK, the nitty-gritty details concernant les observations. Donc, on a présenté quelques instruments, comment les installer, comment les traiter, l'entretien. Et aussi, on a expliqué tout ça. Mais le but était, une fois, clairement, OK, la partie technique, mais aussi écouter. Il y avait plusieurs membres de plusieurs communautés, à Yellowknife, Fort Simpson, Wrigley, Inuvik. Donc, à la fin de deuxième semaine, on a utilisé le temps juste pour la discussion. Quel genre de recherche, quelles sont les grandes questions pour les membres de communautés à Inuvik, à Yellowknife, à Fort Simpson? Comment on peut les mieux intégrer? Right? C'était vraiment un partage de nos perspectives différentes sur le changement climatique au territoire nord-ouest. En septembre, donc il y a 5 semaines maintenant, j'ai organisé un deuxième cours, mais cette fois à Inuvik. Et le but était de former plusieurs Inuvialuit, Inuvik, pour le préparer pour le test de Transport Canada, pour obtenir un permis pour utiliser les drones dans je ne sais pas en français, un airport control zone.
Right? Et on a aussi, mais 2 semaines étaient peut-être un peu trop longues, donc c'était seulement 4 jours à Inuvik. Donc, je travaille avec une entreprise, EGA, qui a une compagnie pour le drone, l'acquisition des images drone à Waterloo. Donc, elle a préparé un cours pour préparer plusieurs Inuvial et pour le test de Transport Canada. Et donc, on a préparé ces 2 formations et je vais revenir en janvier-février pour enseigner à Inuvik, Tuktoyaktuk et à Inuvik dans les écoles. Donc, ça va être très similaire. OK, mais maintenant, pourquoi tout ça? Donc, on a plusieurs projets en cours à Inuvik et je prends Inuvik comme exemple et je vais me concentrer sur ça et pas sur les autres sites plus au sud. Donc, à Trail Valley Creek, par exemple, on a installé cette grande tour pour un Nested Flux Setup et basé sur un de mes projets, c'est un projet ArcticNet et le but est de trouver une question une réponse à cette question, comment les arbustes vont changer la composition de la végétation et quelles sont les conséquences de ces arbustes sur les interactions avec l'atmosphère, basé sur le drone, le tour de couverture de turbulence, etc. Et on a commencé à intégrer nos participants ou nos partenaires d'Inuvik dans ces recherches. Mais clairement, ça reste un défi. Bien sûr, avec un cours de 2 semaines, on ne peut pas former des ingénieurs, c'est sûr. Ça reste, donc ça c'est un effort continu. Mais aussi, plusieurs partenaires Inuvial ont été impliqués dans la récolte de données dans le cadre de plusieurs projets de mes étudiants au doctorat. Par exemple, ici, un exemple est Katie Bennett, une étudiante au doctorat qui prend des mesures avec des chambres mobiles. Oui. Donc, plusieurs Inuvial ont aidé Katie avec la récolte de données. Mais on a aussi un projet en Angleterre, The Beavers and Socio-Ecological Resilience in Inuit Nunangat ou Barron. Donc, ça, c'est aussi en collaboration avec plusieurs chercheurs au Royaume-Uni et aussi au Canada. Et le but de ce projet est aussi, pourquoi ça ne marche pas maintenant ici? OK. D'intégrer les communautés d'Inuvialuit pour mieux comprendre pour comment les populations de castors vont changer la qualité et la quantité de l'eau, par exemple. Right? Et on utilise le drone pour identifier cette population, basée aussi sur les expériences et les perspectives de nos partenaires Inuvialuit. Et un autre exemple, je suis collaborateur international dans plusieurs projets NASA Arctic Vulnerability Experiment et cet été, il y avait une grande campagne L-band radiometry et 2 de mes étudiants et 2 partenaires d'Inuvik ont aidé avec la partie sur le terrain pour la récolte de données pour la calibration de leur instrument, de cet L-band radiometer. Donc, il y en a une longue liste d'autres activités. Par exemple, il y a à Montréal maintenant, j'ai invité une de nos partenaires au Territoire Nord-Ouest, Camelia Gray, de nous aider sur un comité basé au Centre des sciences de Montréal qui sont en train de développer une nouvelle expo sur le Grand Nord. Right? Et je trouvais qu'il manque une perspective de l'ouest du pays. Donc, j'ai demandé à Camelia d'Inuvik si elle est intéressée de nous aider ou de partager sa perspective concernant le Grand Nord au Canada. Et plusieurs partenaires de la région d'Etcho à Fort Simpson sont maintenant impliqués dans ce projet à Ivado et Milan qui s'occupe de la production d'un ensemble de données d'étiquettes labeled dataset
pour le développement d'algorithmes en intelligence artificielle. Et la liste continue. Mais il y a, oh, j'ai oublié de traduire ça, mais il y a aussi quelques leçons abris. Il y a aussi beaucoup de défis avec ça. Clairement, avec la distance et Zoom et tous nos outils digitaux, ça aide un peu, mais clairement, you got to be there. Face-to-face communication. On ne peut pas remplacer les interactions directes avec les gens. Non. Donc, mais il y a ce désir est là, right? La motivation est là de travailler ensemble pour mieux comprendre comment les changements climatiques vont affecter leur environnement. Et c'est très important. Le but de nos efforts, c'est pas seulement, OK, va les contracter pour nous aider sur le terrain, basé sur des contrats, mais c'est important j'aimerais les intégrer plus directement comme partenaires dans nos recherches. Right? Pas juste contract work, cheap labor. Non, c'est pas ça. Donc, le but est de vraiment d'intégrer les membres plus directement. Et actuellement, je suis en train un de nos partenaires à innover qui est très intéressé. Il aimerait continuer ses études et donc j'ai invité ce jeune homme qui s'appelle Trent de nous visiter à Montréal et aimerait étudier à UDM. Donc, il y a plusieurs options. Il faut apprendre un peu de français au début, mais il y a des options, c'est sûr. Et, maintenant, je peux. Le défi, reste aussi plus. C'est un défi, c'est sûr. Commitment, involvé. Donc, il manque un peu de. Parce qu'il reste la grande question. C'est un projet, c'est un beau début, mais c'est quoi l'avenir? Ça coûte cher et je suis en train d'essayer de trouver un follow-up funding pour tout. J'aimerais continuer, mais ça reste une grande question. C'est une excellente initiative, mais est-ce que cet effort est durable? Je ne sais pas encore. Mais avec ça, pour moi, conclusion, le succès de ces récents n'est pas juste, OK, j'aimerais, le besoin d'entretien de mes équipements au territoire nord-ouest. Donc, j'espère que nos efforts sont un peu plus que ça. Donc, la co-création des connaissances, le soutien de l'économie, mais aussi le partenariat, les relations avec les membres. Et c'est tout. Merci beaucoup.